Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'Afrique veut jouer un rôle prépondérant dans la résolution du conflit libyen. La 8e réunion du Haut Comité de l'Union africaine sur la Libye s'est tenue à Brazzaville ce jeudi. Les détails de cette rencontre dans cette édition. Le recrutement de plus de 15 000 enseignants volontaires fait polémique au Mali. Une mesure décidée par le gouvernement pour faire face au mouvement social entamé par les agents de l'éducation nationale depuis une semaine. Et la Direction générale des impôts du Niger a collecté 500 milliards de francs CFA en 2019, dont plus de 30 milliards de francs CFA issus du cash. Ces résultats démontrent que la DGI a pu atteindre 97% de ses objectifs, malgré un contexte difficile. L'Union africaine veut jouer un rôle dans la résolution de la crise libyenne. Une nouvelle réunion consacrée à la crise libyenne s'est tenue ce jeudi 30 janvier après l'échec des résolutions prises à Berlin. Cette fois, c'est Brazzaville, la capitale congolaise, qui a accueilli l'événement. Il s'agissait de la 8e réunion du Haut Comité de l'Union africaine sur la Libye en présence des 10 pays membres de ce comité. Le chef du gouvernement libyen d'union nationale reconnu par la communauté internationale, Fayez El-Sarraj, était présent. Ce n'était pas le cas de son rival Khalifa Haftar qui s'est fait représenter. L'objectif de cette rencontre était de convaincre les protagonistes du conflit d'accepter l'idée d'un forum de réconciliation. Écoutons à ce propos le président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh. Dès le début de la crise en Libye, l'Afrique a été marginalisée et mise à l'écart de tout pour parler. On dit que la nature a horreur du vide et nous, Africains, avons laissé la place à une pluralité d'intervenants extérieurs au continent, pensant que c'était une solution. C'est triste, mais c'est une réalité à laquelle nous devons faire face. Néanmoins, ces interventions ont montré leurs limites aujourd'hui. Pire, la crise n'a fait que s'aggraver et la souffrance du peuple libyen perdure à ce jour. Au Cameroun, le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est à pied d'œuvre. Le RDPC s'active et part à la conquête des électeurs en vue des élections municipales et législatives du 9 février 2020. Les candidats de ce parti veulent faire abstraction du début de campagne timide et de la menace de boycott du scrutin faite par l'opposition. Reportage de nos correspondantes Nelly Claude Bessa et Viviane Baoken. Malgré le boycott annoncé, les militants RDPC du département du Mfundi sont à pied d'œuvre dans cette campagne électorale. Leurs députés sortants doivent significativement être réélus. À Yaoundé 2, le candidat député Paul-Éric Njomgwe se veut rassurant quant à la tenue de ces élections législatives. Il appelle les populations du département du Mfundi à jouer leur rôle et à renouveler une fois de plus leur confiance en lui ainsi qu'à son parti. Nous sommes dans une circonscription où il y a plusieurs partis politiques. Si sur une dizaine de partis politiques, 2 disent qu'ils ne vont pas aux élections, ça ne peut pas être la raison pour laquelle nous allons dormir sur nos lauriers dans la mesure où une élection n'est jamais gagnée d'avance. Ce n'est pas que nous ne pensons pas à ce boycott, mais nous voulons quand même être élus avec une certaine légitimité. Pour ce nouveau mandat, le député RDPC Paul-Éric Njomgwe envisage d'améliorer le cadre de vie des populations en compagnie de ses camarades de liste. Un mandat qui, pour le député sortant, contribuera à appliquer les nouvelles dispositions de la loi sur la décentralisation. Mais nous avons la chance, et puis dans notre arrondissement, nous avons un jeune maire très dynamique qui comprend bien de quoi il s'agit. Depuis qu'il est à la tête de cette mairie, les populations sont très contentes de l'amélioration qu'il a apportée pour leur cadre de vie. Avec ce nouveau code, les choses seront meilleures qu'avant. Pour l'heure, les candidats représentant les 451 listes présentées par 35 partis politiques pour les élections législatives continuent de battre campagne pour accéder à la 10e législation du Cameroun. Dans le département du Mfundi, où un certain dynamisme a été observé depuis le début de la campagne le 25 janvier, les populations ont promis de se rendre aux urnes pour voter le 9 février 2020.
Au Mali, les agents de l'éducation nationale sont en grève depuis une semaine pour réclamer des augmentations de salaire. Pour pallier à cette situation de blocage de l'apprentissage des élèves, le gouvernement malien a décidé de recruter plus de 15 000 enseignants volontaires pour 6 mois. Une annonce diversement appréciée dans le camp des enseignants en activité. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le gouvernement malien vient de mettre à exécution sa volonté de suppléer les enseignants grévistes par le recrutement de 15 000 volontaires. Avec les grèves à répétition des syndicats depuis le début de la rentrée d'octobre 2019, le Premier ministre Boubou Cissé avait brandi la menace de remplacer les enseignants par des volontaires et ce pour 6 mois. Les syndicats qui observent une grève depuis le 21 janvier qualifient cette annonce de non-événement. Pour nous, c'est un non-événement. Seulement le Premier ministre veut aller à la théâtralisation de l'école malienne. Nous lui demandons de se ressaisir face à un problème parce que nous savons que 15 000 ne peut pas remplacer presque 70 000 enseignants. Donc c'est juste pour nous distraire. Et nous n'allons pas céder à la distraction. Cette nouvelle alimente les débats à Bamako où des enseignants et parents d'élèves ont battu le pavé pour une résolution de la situation. Pour des observateurs, ce recrutement de volontaires risque de jeter de l'huile sur le feu. Je ne trouve pas que cette idée est la bonne. La pédagogie, c'est savoir transmettre les messages aux enfants. Et pour apprendre cette pédagogie, il faut faire quelque chose, il faut durer dans la classe. Bon, s'il faut recruter des nouvelles têtes, des nouveaux enseignants pour remplacer ceux qui ont duré, donc cela veut dire qu'ils vont juste massacrer nos enfants. À l'appel de 8 syndicats du secteur, les enseignants maliens ont entamé le 21 janvier une grève qui doit s'achever le 30 janvier pour réclamer l'application immédiate des mesures décidées pour les fonctionnaires, à savoir une augmentation de 20% accordée en janvier 2019 et une seconde de 9% devant entrer en vigueur en janvier 2021. L'Afrique de l'Est devrait enregistrer de bonnes performances économiques en 2020 d'après les analystes. La sous-région devrait rester l'une des plus dynamiques et performantes du continent grâce notamment aux bons résultats des croissances économiques du Kenya ou encore de la Tanzanie. La croissance de la sous-région devrait se situer autour de 6% en 2020. Ange Nomigno. L'Afrique de l'Est poursuit sa lancée en termes de performance économique. Après avoir enregistré 5,9% de croissance en 2019, celle-ci devrait continuer avec une estimation de 6,1% en 2020. L'Éthiopie, le Rwanda, la Tanzanie et le Kenya sont les principaux moteurs de cette percée économique. Les différents pays qui font le bloc de l'Afrique de l'Est, leurs caractéristiques sur le plan de la croissance économique, il est plus ou moins homogène parce que, par exemple, le Kenya aura une accélération de son GDP à 5,8%, la croissance économique. Il n'y a que peut-être certains pays, notamment le Soudan et le Burundi, qui ont une faible croissance. Cette perspective de croissance risque toutefois d'être entravée par des faits majeurs. Les aléas climatiques, la chute des cours du pétrole et la dépendance aux matières premières. La persistance des déficits du compte courant et les augmentations connexes de la dette extérieure constituent d'autres risques importants. La balance de paiement de ces pays, les chiffres nous montrent que ces pays ont un portefeuille assez consistant de la dette extérieure, ce qui pèse d'une façon énorme à ces pays, étant donné que ces pays vont alourdir les taux d'intérêt sur les banques. Les taux d'intérêt créditaires pour les banques, ils permettront aux banques d'octroyer plus de crédits aux clients et accroître le secteur privé parce que ces pays ont quand même un secteur privé qui est aussi consistant. Comme en 2017, la solide croissance de l'Afrique de l'Est n'est pas allée de pair avec une réduction proportionnelle et significative de la pauvreté et des inégalités. En 2018, la région se caractérise encore par un taux de pauvreté élevé, des inégalités et du chômage. Le Sénégal et la Turquie veulent consolider leurs relations économiques. Objectif, porter les échanges commerciaux à 200 milliards de francs CFA. C'est le message envoyé par le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a achevé sa tournée africaine chez son homologue sénégalais Macky Sall. Cette visite de 2 jours a été suivie d'un forum économique. Plus de détails avec Siamlo Victoria Sedji. Le Sénégal et la Turquie renforcent leur coopération. Ce mardi 28 janvier, 7 nouveaux accords ont été signés entre les présidents Macky Sall et Recep Tayyip Erdogan de la Turquie. Le président turc était en visite officielle au Sénégal
pour la deuxième fois en tant que chef d'État. Vraiment, je suis très satisfait de la coopération et il y a d'autres sujets sur la défense qui rentrent aussi dans ce cadre. Il faut que le Sénégal aussi vende à la Turquie. Et dans ce cadre, nous sommes en train justement de faire en sorte que nos produits, notamment notre produit phare, que l'arachide puisse également accéder à ce marché après la Chine et l'Europe. Le président Recep Tayyip Erdogan, qui était accompagné d'une forte délégation du secteur privé. Les deux homologues ont également présidé l'ouverture du Forum d'affaires Sénégal-Turquie, un forum qui entend développer le secteur privé des deux pays et élargir leur coopération à d'autres domaines. Grâce aux gros investissements dans les infrastructures notamment, la Turquie devient résolument un partenaire fiable pour le Sénégal. Nous avons atteint la plupart de nos objectifs fixés en 2018 et je me réjouis de cela. Nous nous étions fixés à l'époque un volume d'échanges commerciaux de 400 millions de dollars et Dieu merci, nous avons pu l'atteindre. Cependant, les données de 2019 nous montrent bien que nous devons consacrer davantage d'efforts, développer les liens commerciaux entre nos pays respectifs. Aujourd'hui, nous nous sommes fixés un objectif ambitieux qui est d'atteindre 1 milliard de dollars et je crois que nous allons atteindre ces objectifs au plus tôt. Cette visite devrait permettre de mettre en place une nouvelle politique d'ouverture, beaucoup plus dynamique, a assuré le président sénégalais. 29 projets de développement ont par ailleurs été annoncés. Près de 500 milliards de francs CFA. C'est la somme collectée par la Direction générale des impôts en 2019 au Niger. Près de 30 milliards de francs CFA sont issus du cash, ce qui représente une progression de 7%, une performance honorable qui s'inscrit dans un contexte sécuritaire difficile avec en plus la fermeture des frontières avec le Nigeria. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, plus de 500 milliards de francs CFA ont été collectés par la Direction générale des impôts en 2019, dont plus de 30 milliards de francs CFA issus du cash, soit une progression de 7% par rapport aux années antérieures. Un résultat qui se justifie par une bonne collaboration entre le syndicat national des agents des impôts SNAI et les autorités de tutelle, en l'occurrence le ministère des Finances. Notre direction a atteint en 2019 un taux de réalisation de 94,88% par rapport aux prévisions et une progression inédite des recettes en cash de plus de 30 milliards de francs par rapport à l'année 2018. En 2019, le Niger a été confronté à une situation économique très difficile. Le Fonds monétaire international FMI a jugé satisfaisante la mise en œuvre des réformes économiques par le gouvernement du Niger, malgré un environnement difficile cette année. Malgré la morosité économique, en tout cas au Niger, et l'insécurité qui y règne, la DGI a pu maîtriser en tout cas la situation. Vous avez constaté, avec la fermeture de la frontière du Niger avec le Nigeria, là aussi, c'est une faiblesse pour la DGI. Mais quand cela ne tient, nous avons fourni les efforts nécessaires pour le besoin du budget de l'État. Ces dernières années, les autorités nigériennes ont mis en place plusieurs réformes afin de booster la qualité du recouvrement fiscal par le renforcement de la résilience des systèmes de taxation des différents chocs imprévus. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.